Focus ce soir sur les 300 recommandations issues des travaux de la phase nationale du dialogue intermalien. Les participants proposent entre autres la prolongation de la transition de 2 à 5 ans, la diminution du nombre des partis politiques ou encore susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Les détails, ça sera avec Mamari Koné dans ce journal. Prévision saisonnière 2024, en principe, c'était ce 10 mai qui était annoncé par les prévisionnistes comme le début de la saison pluvieuse. Une date précoce par rapport aux précédentes enregistrées depuis plus de 30 ans. Résultat, la saison sera longue et très humide. La vigilance reste donc de mise. On en saura plus avec Abibatou Koyan Djakiti. Il y a 43 ans, précisément un 11 mai 1981, que le chanteur jamaïcain Robert Nesta alias Bob Marley n'est plus. En ce jour anniversaire de la mort du reggaeman, nous ouvrons une fenêtre sur sa musique, vue par un jeune groupe couleur jazzy de jeunes musiciens africains vivant à Bamako. Samedi 20h, bonsoir à tous, merci de nous suivre. Prolongation de la transition de 2 à 5 ans, diminution du nombre des partis politiques, révision de la charte de la transition ou encore susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Voilà entre autres recommandations phares issues des travaux de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Au terme de 5 jours de travaux, les participants ont fait environ 300 propositions. Tout cela dévoilé hier après-midi au CICB sous la présidence du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, applaudi par une foule nombreuse venue prendre part à la cérémonie de clôture. Plus de détails avec Mamari Koné et Abdoulaye Diar. 5 thématiques majeures, environ 300 recommandations et 6 résolutions pour faire sortir notre pays des crises cycliques. Tels sont les résultats des travaux de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Pendant 5 jours, les 5 thématiques ont été abordées par les participants venus des régions, des Bamako, des ambassades, des consulats, des sites déplacés, des universités, des centrales syndicales et de l'administration. Pour la thématique paix, réconciliation nationale et cohésion nationale, les participants recommandent l'organisation d'une journée du pardon, l'érection d'un monument pour les victimes des crises et ce n'est pas tout. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour le retour des réfugiés et des déplacés dans leur village ou site d'origine et leur apporter tout le soutien matériel, financier et moral pour leur réinsertion économique. Instaurer un cadre de dialogue permanent, intra- et intercommunautaire, dissoudre les milices et les groupes d'autodéfense et assurer la réinsertion socio-professionnelle de leurs combattants. Respecter la réglementation en vigueur en matière d'utilisation des réseaux sociaux, rendre obligatoire l'enseignement de l'histoire et de la géographie de notre pays dans tous les établissements scolaires et universitaires. Engager le dialogue avec tous les mouvements armés maliens, ériger un monument sur le site de l'attaque du bateau Tombouctou, survenue le 7 septembre 2023 à Chambou, dans le cercle de Gourma-Rarousse. Ériger un monument aux morts à la mémoire des victimes de la crise et des conflits. Pour les questions politiques et institutionnelles, les participants recommandent la prolongation de la transition de 2 à 5 ans, la dépolitisation de l'administration et susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Prendre des mesures appropriées pour consolider les acquis démocratiques, faire respecter les principes et les règles du jeu démocratique et introduire dans les programmes éducatifs l'enseignement de nos valeurs socio-culturelles. Relire la loi 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, durcir les conditions de création, leur fonctionnement, réduire leur nombre et la suppression du financement public des partis politiques. Institutionnaliser une journée citoyenne au niveau national. Interdire aux chefs religieux, aux chefs de village, de fractions et de quartiers et aux responsables des organisations de la société civile de s'engager dans le militantisme politique. Relire la loi 04038 du 5 août 2004, modifiée, relative aux associations afin de moraliser les conditions de création et de gestion et de renforcer les dispositions de l'accord cadre
avec l'État. Réviser la charte de la transition, proroger la durée de la transition de 2 à 5 ans, susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle, élever au grade de général les colonels Assimi Goïta, Malik Diaw, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé, Modibo Kone et Abdoulaye Maïga. Créer un cadre de concertation entre les pouvoirs publics, les partis politiques, la société civile, les légitimités traditionnelles en vue d'un consensus autour de la transition. Sur le plan de l'économie et du développement durable, le dialogue national recommande la construction de centrales hybrides en vue de faire face à la crise énergétique. Renforcer les capacités de production et de transformation dans les régions de production par la création de zones économiques spéciales, créer une banque de la diaspora, développer et diversifier les sources d'énergie pour assurer la sécurité énergétique du pays, promouvoir l'électrification rurale et l'accès à l'énergie dans tout le pays, moderniser les réseaux de télécommunications pour soutenir le développement économique et technologique, multiplier les initiatives visant à développer les infrastructures hydro-agricoles pour promouvoir une agriculture irriguée efficace. Au titre des aspects sécuritaires et de défense du territoire, le dialogue intermalien recommande 1. De faire comprendre à l'opinion nationale que la seule action militaire n'est pas suffisante pour le retour de la paix. 2. Moraliser le processus de recrutement dans les forces armées et de sécurité. 3. Disposer d'une armée professionnelle et bien équipée. 4. Procéder à un meilleur maillage du territoire en révisant la carte militaire. Créer des polices de proximité. Veiller au respect de la réglementation du port d'armes. Accorder aux autorités actuelles le temps nécessaire pour ramener et pérenniser la sécurité. En ce qui concerne la géopolitique et l'environnement international, les participants veulent une diplomatie adaptée à l'environnement international avec des actions précises. Promouvoir une diplomatie directe, active, forte, basée sur l'information, la communication, les valeurs culturelles comme levier stratégique d'influence dans le domaine de la vie de la nation. Renforcer la diplomatie avec les pays de l'Asie et du Golfe, proposer aux pays de l'AES de construire un partenariat dans le domaine de l'éducation, renforcer la capacité numérique du pays, adapter notre politique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication à nos besoins. Les participants au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ont formulé quelques résolutions ayant trait aux différentes thématiques. Soumettre à la décision du président de la transition, chef de l'État, l'opérationnalisation du concept gouvernance partagée de la paix et de la sécurité, qui implique une distribution judicieuse des rôles et des responsabilités entre tous les acteurs de la vie sociale, à savoir les forces armées et de sécurité, l'administration générale, les partis politiques, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales, les conseils des villages, des quartiers et des fractions. La mise en place d'un comité de sages et d'experts pluridisciplinaires en vue de la rédaction d'une charte nationale pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La prise de mesures fortes pour affirmer la souveraineté nationale, assainir le climat politique et social, conduire les réformes nécessaires pour la consolidation de la démocratie, renforcer l'autorité de l'État pour une plus grande crédibilité des institutions et rétablir la confiance entre les acteurs en vue de restaurer la paix et de réconcilier les Maliens. Des motions de remerciement ont été adressées au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour l'initiative du dialogue et au premier ministre Choguel Kokala Maïga et à son gouvernement pour leur participation. Au gouverneur des régions, ambassadeurs, consuls et enfin une motion de soutien aux femmes pour leur engagement, la bravoure et les sacrifices consentis pour la sécurisation du territoire national.
Le Mali a désormais une nouvelle architecture de paix. Elle a été proposée par le dialogue intermalien, phase nationale. Toujours fidèle à sa démarche, le chef de l'État invite ceux qui n'ont pas participé à ce dialogue à rejoindre le train de la paix et de la réconciliation. On l'écoute au micro du Sira Bachili. La sauvegarde de l'unité nationale n'est pas seulement une nécessité historique, c'est surtout un devoir sacré pour chaque Malienne et pour chaque Malien. En effet, chaque fois que nous avons été unis, nous avons surmonté tous les obstacles. Mais chaque fois que nous avons été divisés, nos ennemis ont eu le dessus sur nous. La mobilisation du peuple souverain du Mali demeure à cet effet un bouclier impénétrable pour sa survie. Aujourd'hui, réconciliés et réunis autour de notre destin commun, nous sommes en train de créer les bases du développement pouvant assurer notre souveraineté politique et économique. Conformément aux 3 principes qui guident l'action publique au Mali et consacrés par la Constitution du 22 juillet 2023, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Mesdames et messieurs, sans nul doute, le dialogue intermalien aura tenu toutes ses promesses et c'est avec un immense espoir que nous envisageons désormais la résolution durable de la problématique de paix et de réconciliation dans notre pays sans ingérence extérieure. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas participé au dialogue afin qu'ils rejoignent les autres Maliens en vue de bâtir une paix durable, condition essentielle de tout développement. Pour ma part, j'engage les organes de la transition à prendre les dispositions qui s'imposent pour la mise en œuvre diligente et le suivi des recommandations que vous avez formulées au nom du peuple malien. Le dialogue intermalien aura permis de créer un brassage culturel ethnique entre les participants. Pendant 5 jours de débat, les violons des uns et des autres s'y sont accordés sur bien de questions, notamment la paix et la cohésion sociale. C'est du moins les réactions de quelques participants. Ils se sont exprimés dans ce reportage signé Awama Kamara. Au CICB, ce vendredi après-midi, le vent de la paix et de la réconciliation soufflait. Ils se sont parlé, écoutés et compris pour la cause du Mali, pays de dialogue. Les murs résonnaient des discussions passionnées pendant 5 jours. Les concertations ont pris fin avec des sourires et des poignées de main franches et sincères, annonçant un avenir plus lumineux pour cette nation autrefois déchirée par les conflits inter- et intracommunautaires. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Pourquoi? Donc vraiment, je crois qu'on a eu un enseignement tout au long de notre travail, mais on a conçu vraiment et nous pensons que si on le met en œuvre, le Mali va s'en sortir. Aujourd'hui, vraiment, alhamdoulilah, on a beaucoup aimé et il a dit que la porte est ouverte pour les gens qui n'ont pas adhéré, la porte sera toujours ouverte. Donc prions Dieu et que tout le monde vienne et pour bâtir ce Mali. Les participants et les participantes ont sorti grandi à travers les messages et les résolutions fortes qui ont été dites. C'est une démarche pédagogique qui a été clôturée par la cohésion, par des leçons de cohésion, par des leçons de paix, mais aussi par des prières et des bénédictions pour le bien-être du Mali. Je suis très satisfait de l'organisation de ce dialogue, les résolutions, mais j'ai beaucoup apprécié la main tendue du président de la transition aux autres qui ne sont pas participés. Moi, je pense que c'est un élément fort de ce dialogue. Et de ce qu'il a dit, qu'il faut que les Maliens se retrouvent. Quand on est divisé, les ennemis rentrent entre nous. Au-delà des frontières, le dialogue intermalien a suscité aussi la solidarité. Plus de 300 recommandations sont sorties de ces assises-là. On lui souhaite beaucoup de courage et surtout que Dieu lui donne
les moyens de mettre en œuvre ces recommandations qui sont sorties de ces assises. Il y a très longtemps, on voulait prendre ce chemin, mais ça nous a été empêché. Maintenant, avec la grâce de Dieu, avec le leadership du président de la République, on a pu retrouver ce chemin. Et je demande à tous les Maliens, on fait face à une crise multidimensionnelle. L'essentiel, c'est quoi? C'est le pays. Alors que le Mali continue son chemin vers la stabilité et la prospérité, le dialogue intermalien restera un jalon important dans l'histoire du pays. Rappelons que le dialogue et la collaboration sont les clés pour surmonter les divisions et construire un avenir meilleur pour tous. Le Haut Conseil islamique du Mali a tenu ce samedi son 4e Conseil national. Cette rencontre statutaire se tient généralement en 2 congrès de l'organisation. Il s'agit pour les délégués venus de différents horizons de faire une évaluation des tâches menées depuis la mise en place de l'actuel bureau. Mamadou Fani. Ce 4e Conseil national du Haut Conseil islamique du Mali se tient dans un contexte où l'implication des religieux dans la stabilisation du pays est fortement sollicitée. Il s'agit pour les délégués venus des régions et le district de Bamako de se pencher sur les activités menées par l'actuel bureau. Les textes de notre organisation recommandent la tenue de ces conseils pour évaluer les travaux réalisés. Mais on a accusé un retard compte tenu de la situation du pays. C'est maintenant que nous avons pu le tenir. Tous les problèmes seront débattus dans ces conseils. Le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes, dans son intervention, a souligné le rôle du Haut Conseil islamique dans la cohésion sociale et a exhorté ses membres à plus de professionnalisme. Le Haut Conseil islamique a toujours été un grand soutien pour l'État par la sagesse et par la bonne manière. Nous l'exhortons toujours à rester sur la même voie et surtout vraiment au prochain congrès à ce qu'il nous donne des phases qui vont quand même améliorer davantage la vie de la religion musulmane et la vie de la population malienne. Ce Conseil national du Haut Conseil islamique se tient également en prélude au prochain congrès de la structure. Une lecture du Coran pour le renforcement de la paix et la cohésion sociale au Mali a été prononcée à l'entame de l'ouverture des travaux. Demain, 12 mai, c'est la journée internationale de la santé des végétaux. Le constat est terrifiant, le changement climatique et les activités humaines nuisent à la santé des végétaux et modifient les écosystèmes, diminuant ainsi la biodiversité. Occasion pour le ministre de l'Agriculture de s'adresser à la population pour la protection des végétaux. Mamadou Fani, reportage. Susciter une prise de conscience à l'échelle mondiale pour la protection des végétaux, l'élimination de la faim, la réduction de la pauvreté, c'est les objectifs de la journée internationale de la santé des végétaux. Il s'agit également de protéger la biodiversité et l'environnement et le développement de l'économie. Le Mali, à l'instar de la communauté phytosanitaire mondiale, célèbre ce dimanche 12 mai 2024 la journée internationale de la santé des végétaux. Cette année, nous commémorons la journée sous le thème « Santé des végétaux, commerce sûr et technologie numérique ». Garder les plantes et les ressources naturelles en bonne santé contribue à garantir la sécurité alimentaire mondiale, à protéger l'environnement et à promouvoir un commerce sûr. Notre santé et celle de la planète dépendent des végétaux qui fournissent 80% des aliments que nous consommons et 98% de l'oxygène que nous respirons. C'est à eux que l'on doit une grande partie de nos aliments, des fibres qui constituent nos vêtements et des matériaux de construction naturels. La vie sur Terre dépend de la santé des végétaux et nous avons tous un rôle à jouer. Le 12 mai, rejoignez l'appel à l'action mondiale à l'occasion de la journée de la santé des végétaux. Des méthodes respectueuses de l'environnement permettent de sauvegarder la santé des végétaux. Aussi l'ensemble des autres acteurs du système phytosanitaire national. Je vais parler des professionnels de l'agroalimentaire, des transporteurs et du commerce,
des médias, de la recherche, les ONG et coopératives, les donateurs et autres doivent agir pour protéger la santé de nos ressources végétales et de notre environnement afin de préserver la santé de notre population. Le gouvernement du Mali, pour sa part, mettra en place les moyens législatifs, techniques et financiers pour gérer les nuisibles des végétaux. Cette journée est aussi l'occasion pour le gouvernement de témoigner sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, notamment la FAO et la communauté phytosanitaire mondiale pour leur appui multiforme consenti pour promouvoir la santé des végétaux. Changement climatique, hivernage au Mali, doit-on s'alarmer? Oui et non, oui, si l'on tient compte des prévisions saisonnières de 2024 qui en principe annonçaient ce 10 mai comme le début de la saison pluvieuse, une date précoce par rapport aux précédentes enregistrées depuis plus de 30 ans. Résultat, la saison sera longue et très humide, mais pas de panique. Les experts demandent plus de vigilance et le suivi des conseils en la matière. On en sait plus avec Abibatou Kounia Djakité. La saison des pluies 2024 au Mali s'installe ce jour 10 mai selon Mali Météo. Elle commence dans le sud du pays où déjà hier, de fortes quantités de pluie ont été enregistrées. Selon les experts, la saison sera globalement pluvieuse avec des écoulements à tendance excédentaire prévus dans la majorité des bassins fluviaux. Ça veut dire que la saison a un caractère un peu humide et que les différentes localités à travers le pays doivent s'attendre à une quantité suffisante en termes de pluviométrie, en termes de hauteur de pluie enregistrée dans ces localités et encore accompagnement d'une bonne répartition dans le temps et dans l'espace. Nous prévoyons une saison assez longue, voilà, jusqu'en début novembre. Voilà. Et il y a vraiment le risque d'inondation reste très très élevé, notamment la période de juillet, août, septembre. Attention, car cela présage des risques élevés d'inondation pouvant entraîner des pertes en vie animale et humaine, avertit Mali Météo. Déjà la veille, la foudre a fait 3 morts à Koutiala. Aussi, des pertes de récolte dans les localités exposées sont possibles. Pour les agriculteurs cette année, il faut savoir utiliser le calendrier prévisionnel de semis que la météo élabore et met à leur disposition. Et puis essayer de prendre des variétés qui supportent l'humidité, donc qui peuvent résister à un excès d'eau. Parce que selon nos analyses, le cumul sera vraiment supérieur. Une saison de pluie précoce avec une fin tardive prévue jusqu'à la première décade du mois de novembre, avec des phénomènes climatiques en vue, il faut savoir que tout cela n'est pas anodin. Ah oui, l'énergie, la question de toutes les attentions dans notre pays depuis un certain temps. Elle est en train d'impacter notre météo. Elle est en train d'impacter votre météo. Facteur aggravant, à Bamako, nous n'avons jamais brûlé autant de gazole qu'actuellement. Chaque Bamako nanti disposant devant sa porte de sa petite centrale thermique, appelée groupe électrogène. Ces groupes électrogènes dégagent du gaz carbonique additionnel qui va se mettre à la limite de l'atmosphère, s'ajoutant au gaz à effet de serre déjà présent, donc renforçant le bouclier thermique du réchauffement de la Terre. Au moment où vous écoutez ce reportage, il doit être en train de pleuvoir à Sikasso, Bourouni, Djoila et Koutiala. Ce sont les prévisions du Mali Météo pour ce soir. Selon les responsables de la structure, ces données sont fiables. Ils vous demandent d'y croire, dur comme fer. Et on y croit, Abibatou, on y croit. Merci. Chaque 10 mai, l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose célèbre la journée africaine de la drépanocytose en organisant des activités, notamment d'information et de sensibilisation sur la maladie. Adama Koulibalou, Gaussou Touré, compte rendu. SSI na wula ne bɛ fɛn caman sɔrɔ tuma dɔ la ne sen bɛ dimi bolo bɛ k'a la disi ninnu kɔnɔ olu bɛɛ bɛ dimi. Mohamed est l'acteur principal de Latigué.
Un film qui retrace son quotidien de drépanocytaire. Âgé de 12 ans aujourd'hui, il a été diagnostiqué positif depuis ses 6 mois. Latigué est une production de 32 minutes pensée et réalisée par Feu Fatoumata Coulibaly, drépanocytaire et fervente défenseur de la cause. Elle est projetée pour la première fois 1 année, 1 mois et 7 jours après son rappel à Dieu. Je ne peux pas ne pas lui rendre hommage. Ce film, c'est elle qui a fait pratiquement tout le travail, du début jusqu'à la fin. On ne veut que penser qu'à FC pendant cette journée. Moi, je continuerai à mobiliser les artistes maliens, que ce soit chanteurs, plasticiens, écrivains, etc., pour sensibiliser autour de cette maladie. Cet hommage à Feu FC rentre dans le cadre de la journée africaine de la drépanocytose, une maladie reconnue comme un problème majeur de santé publique en Afrique subsaharienne. Au Mali, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose reçoit environ 1600 nouveaux cas par an. À peu près 12% de la population malienne en moyenne porte le gène de la drépanocytose et que d'après les études qui ont été faites, environ 5 000 à 6 000 enfants naissent chaque année avec la maladie au Mali. Et malheureusement, 50% de ces enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans du fait qu'ils sont nés dans des endroits où on n'arrive pas à les dépister. Pour combler ce déficit, Kaï et Mopti ont été dotés d'unités spécialisées en plus du centre de Bamako. Et pour une lutte efficace contre cette pathologie sanguine, l'intégration de son dépistage sur la liste des tests prenuptiaux est le plaidoyer des membres de l'association malienne de lutte contre la drépanocytose. Vous l'aurez compris, la commémoration a été mise cette année sur une séance de projection, un film sur la drépanocytose, en hommage à Feu Fatoumata Coulibaly, dite FC, une combattante des premières heures de la maladie au Mali. Le RTM, votre groupe de radio-télévision, s'adapte aux besoins des Maliens. La chaîne innove avec sa nouvelle grille des programmes 2024 qui est effective depuis ce samedi 11 mai. Au cœur des innovations, le RTM vous offre la diffusion intégrale en haute définition et des contenus riches et variés. Vous avez une quinzaine de nouvelles émissions comme Éco-Santé, Anka Ladalako, les stars de la télé, sans oublier l'émission 100% Jeunes que vous pourriez d'ailleurs suivre en direct tout à l'heure à 22h sur votre chaîne nationale. Encore plus attractive et visionnaire, l'une des particularités de cette nouvelle saison, c'est les échanges, le contenu. C'est les échanges de contenu avec les pays de l'AES. Découvrons toute cette nouveauté de la grille 2024 avec Garibou Pérou et Aruna Djara. À la fois éducative, informative et divertissante, votre télévision nationale dévoile sa grille des programmes 2024. Elle vous propose de nouvelles émissions, de divertissement, de débats, de télé-réalité, ainsi que des magazines sans oublier les rendez-vous classiques d'information. Dans le but de se rapprocher davantage des Maliens, la nouvelle saison annonce plusieurs nouveautés avec près de 10% de production extérieure comme Mali Mining News et Ciné Afro. Dans la dynamique d'accompagner les actions des chefs de l'État de l'AES, votre chaîne nationale entend jouer toute sa partition. Grâce à Dieu et grâce à nos autorités, nous sommes en tout cas dotés régulièrement en équipement de pointe. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un studio que nous allons inaugurer très bientôt avec des équipements de dernière génération. Et nous sommes aussi dans un environnement avec nos amis de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Nous allons profiter justement de cette position pour faire en sorte que désormais nous puissions partager les contenus, notamment les feuilletons, les films. Vous savez, le Burkina Faso, par exemple, est un pays où on produit beaucoup de films. Et c'est des films qui reflètent justement notre quotidien, qui reflètent la vie que nous menons ici. Donc ça nous rapproche davantage dans notre environnement et nous allons de plus en plus aller vers des coproductions, vers des partages de contenu avec nos amis de l'AES. Et nous allons mettre un accent particulier aussi sur le volet culturel parce que vous savez, entre nos trois États, ce qui nous lie le plus, c'est vraiment la culture. Elle favorise pour cela les productions locales comme Monsieur et Madame Cassina,
Destin des femmes. La polygamie. Des magazines comme Reine d'Afrique. Moi et mon handicap, des documentaires, histoire d'imprimer notre souveraineté nationale. Des programmes novateurs, l'ORTM vous donne rendez-vous avec des émissions comme 100% jeunes, les stars de la télé qui viendront agrémenter votre samedi à partir de 22h. Éco-santé, environnement et santé, vision rurale, nouvelle formule dédiée au monde rural. Anka Ladako qui fait la promotion de nos us et coutumes et autres valeurs culturelles. Pour votre chaîne nationale, il est impérieux de faire des émissions diversifiées de qualité et qui touchent toutes les sensibilités afin de conquérir un public de plus en plus exigeant. Oui, une exigence bien comprise par l'administration de l'ORTM. Chaque fois que nous franchissons les seuils du studio et que nous voyons ces visages radieux qui sont émerveillés quand ils voient un peu l'environnement au niveau de la télévision, et vraiment ça nous fait plaisir. Ça veut dire que quelque part nous sommes sur la bonne voie avec l'appui de nos autorités. Nous faisons le maximum pour que les gens soient vraiment dans un minimum de confort. Aujourd'hui, vous regardez les couloirs au niveau de la télé, vous voyez quand même qu'il y a vraiment un changement notoire qui est là, qu'on peut observer. Au niveau de la chaîne 2 aussi, de la radio, c'est pareil. Donc c'est un sentiment de plaisir, mais ça nous pousse aussi à faire davantage d'efforts. La particularité de la nouvelle saison, c'est au niveau de la qualité du contenu. Il faut également ajouter à cela celle relative aux images désormais en haute définition. Aujourd'hui, une qualité d'image que nous offrons à nos téléspectateurs grâce à la volonté de nos autorités, grâce à la volonté de notre ministre de la Communication, qui nous a permis justement de lancer la télévision HD. C'est-à-dire en haute définition. Aujourd'hui, l'ORTM diffuse en haute définition ce qu'on appelle un full HD à nos téléspectateurs. Au niveau de la radio aussi, ça, l'évolution a été faite il y a de cela quelques années. La chaîne 2, je pense, est l'une des premières radios, ou en tout cas au niveau du Mali, à avoir un équipement dernière génération, ce qu'on appelle la radio filmée. La radio filmée, c'est au niveau de la radio nationale, au niveau de la chaîne 2, mais également de la station régionale de Ségou. Donc c'est des équipements de nouvelle génération pour offrir encore plus de confort d'écoute, plus de confort de visionnage à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Je pense que les téléspectateurs peuvent témoigner de la qualité aujourd'hui de nos images. C'est vraiment une volonté de nos autorités et nous allons poursuivre dans la même dynamique. La nouvelle saison, à travers une production extérieure, donne la parole à la diaspora dans l'émission par exemple Tamadeon. Bienvenido del programme Tamadeum. Les séries documentaires sont renforcées avec la diffusion de Ya Africa, une production extérieure qui fait la promotion des talents africains dans le domaine des sports à travers le monde. Dans les studios de plus en plus modernes, l'ORTM s'adapte pour répondre aux besoins des populations et à la vision des autorités. Plus attractive, la nouvelle grille de l'ORTM, la passion du service public, reflète notre Mali pluriel. Oui, notre Mali pluriel, notre Mali Koura. Vous l'aurez compris, le groupe ORTM avance en se conformant à son slogan « La passion du service public ». Je vous propose à présent d'écouter notre directeur général, Hassan Baba Djombili, pour encore mieux vous orienter et vous donner encore plus envie de suivre notre chaîne avec ses innovations majeures. Il est au micro de Garibou Pérou. On organise la rentrée radiophonique et télévisuelle soit en fin d'année pour annoncer ce qui va se passer l'année qui va venir, soit en début d'année carrément. Mais cette année, vous constaterez que la rentrée se propose 5 mois après le début de l'année, pour des raisons évidentes. Dans un premier temps, on était sur le football, le sport, parce qu'il y avait la CAN en Côte d'Ivoire, qui a mobilisé tout le peuple malien, en tout cas toute l'Afrique. Et puisque l'ORTM avait acquis les droits. Donc on a permis à nos téléspectateurs de pouvoir vivre cet événement majeur. Après la CAN, on est rentré de plein pied dans le mois de Carême. Donc c'est une période aussi assez religieuse, assez pieuse. Donc il y a un programme spécial
que nous avons proposé à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, ce qui fait que aujourd'hui, après tous ces événements passés, nous sommes en mesure de proposer la nouvelle grille, en tout cas les nouvelles émissions, les nouvelles productions à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Cela dit, nous avons axé en tout cas notre réflexion sur 3 points essentiels: l'information, le divertissement et les sports. Sur l'information, vous allez constater que dans la nouvelle grille, il y a beaucoup de changements que nous allons annoncer. D'abord, les contenus déjà des émissions informatives que nous avons seront consolidés en termes de contenu. Nous allons mettre un accent particulier encore une fois sur la montée en puissance de nos forces armées et de défense. Mettre un accent particulier également sur les efforts de développement du gouvernement. Ça, ce sont vraiment nos missions essentielles en termes d'information. Et au-delà de tout cela, nous allons ouvrir des fenêtres, accentuer les magazines, faire davantage de débats aussi. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'édifier le peuple malien. Donc les débats, surtout dans nos langues, seront accentués. Ensuite, nous allons également, dans le cadre de l'AES, puisque vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans une alliance avec les États du Sahel, notamment le Mali, le Niger, le Burkina. Donc, dans le cadre de cette alliance-là, nous allons faire des partages au niveau des informations. Faire en sorte que les informations majeures qui se déroulent dans ces États puissent être relayées sur nos médias. Le deuxième point, c'est, comme je l'ai dit, le divertissement. Le divertissement, nous avons demandé au niveau de la télévision, justement, de voir comment faire en sorte que le samedi, les programmes de samedi après-midi soient vraiment des programmes très, très attractifs. Et c'est là où il y a eu quand même des propositions d'émissions. Samedi soir, vous allez voir, il y a une nouvelle émission, vraiment une émission que nous souhaitons, émission phare, 100% jeune. C'est une proposition de l'animateur Mahmoud Manken, connu sous le sobriquet de Manken, avec la collaboration d'une structure de divertissement Africa Scène. Et à côté, il y a bien évidemment Ankabin, qui est une émission axée sur la paix, qui va continuer bien évidemment. Nous avons mis un accent particulier aussi sur les émissions sportives. Les émissions sportives parce que le public sportif malien, le malien aime beaucoup le sport, notamment le football. Donc nous allons à ce niveau également essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir quelques championnats bien relevés que nous allons proposer à nos téléspectateurs avec l'appui de nos autorités. Donc ça, ce sont des nouveautés que nous proposons à nos téléspectateurs. Non, nous allons relooker certaines émissions. L'émission Top Étoile serait relookée dans le fond pour donner un contenu plus attractif avec la vie des artistes que nous invitons sur le plateau, avec une autre façon d'animer, mais avec toujours la même équipe. Pour nos auditeurs, au niveau de la radio nationale, il y a de nouvelles émissions également sur nos us et coutumes. Ça, c'est vraiment au niveau de la radio nationale et des stations régionales, mais également des émissions qui vont relayer tout ce qu'il y a comme grande décision, tout ce que nous avons comme grande décision au niveau de nos autorités dans toutes les langues. Au niveau de la chaîne 2, il y a une équipe, comme vous le savez, qui a été mise en place, essentiellement féminine, mais c'est des jeunes dames qui connaissent bien la programmation, qui connaissent bien la chaîne 2. Donc à ce niveau, de nouvelles émissions sont proposées avec le décès de Oumou Diarra Djema, paix à son âme. Il y a une nouvelle émission, si Oumou Diarra a animé 20 sur 20, aujourd'hui nous avons une animatrice qui est descendue d'un cran, 19 sur 20. C'est une nouvelle proposition au niveau de la chaîne 2 qui passe donc à l'heure de 20 sur 20, c'est-à-dire les mardis après-midi. Nous allons mettre un accent particulier sur les plateformes digitales, sur le site de l'ORTM, là où vous pouvez écouter les programmes de la télévision. Si vous ratez une émission, écoutez en streaming, écoutez en direct aussi certaines de nos émissions phares. Il a été proposé, en tout cas au niveau de ORTM2, certaines émissions, notamment des émissions culturelles comme Expression plurielle. C'est une émission culturelle qui parle un peu de tout, mais surtout axée sur la culture. Vous avez l'émission d'Ankoroba Kene qui se propose d'aller vers les artistes, les anciens artistes, ceux qui ont fait des beaux temps de la culture malienne. C'est une façon également de leur rendre hommage parce que vous le savez, dans ce pays-là, dès qu'un artiste quitte la scène, c'est pas facile. Donc l'émission se propose justement d'aller vers ces artistes-là.
Il y a également la tranche qu'on appelle 13-14, c'est une tranche de 13h à 14h, comme son nom l'indique, mais avec un contenu vraiment assez varié, diversifié, informatif, mais aussi de divertissement. Donc il y a en plus l'émission Foro Bablon. Foro Bablon est une émission également qui parle de faits de société, très intéressante, avec des invités sur le plateau qui font surtout revivre comment les choses se passaient avant et aujourd'hui comment ça se passe. Donc c'est une émission qui est proposée aussi dans la nouvelle grille de ORTM 2. Donc c'est pour dire que sur l'ensemble de nos médias, les choses vont bouger très bientôt. Mais ce qui est important à signaler, c'est que nous avons mis aussi un accent particulier sur l'habillage d'antenne. Oui, c'est pour vous dire que ça bouge ici à l'ERTM, comme il vient de l'annoncer. On va vous donner un avant-goût de votre nouvelle émission, 100% Jeunes. 100% Jeunes, qui est une émission de divertissement dans laquelle nous traitons tous les sujets axés sur la jeunesse. Une émission culturelle dans le fond, mais éducative. Elle cible les jeunes de 15 ans à 35 ans. Bimensuel 100% Jeunes est une coproduction de l'ERTM et Africa Scène. Comme vous voyez en image, rendez-vous donc à 22h avec notre star maison, Mannequin. Ah oui, c'est ça, c'est 100% jeune. À tout à l'heure, Mannequin. Sur un tout autre plan, en image toujours, le séjour de la mission de collecte des besoins, des problèmes et des attentes des Maliens établis à l'extérieur au Niger. La délégation conduite par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Yacouba Katile, a rencontré la forte communauté malienne qui est établie à Niamey, au Niger, dans les locaux de l'ambassade du Mali. Les travaux ont enregistré la présence des autorités diplomatiques et consulaires, la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes issus de l'immigration, la situation sécuritaire entre la frontière Mali-Niger, l'absence d'un cadre favorisant l'investissement au pays d'origine et l'absence de programme de formation des femmes pour leur insertion socio-professionnelle constituent en substance les préoccupations majeures soulignées par nos compatriotes établis au Niger. Voilà, une image. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra, dans la capitale mauritanienne pour une visite d'amitié et de travail. On fait le point avec Abdul Karim Kaba. Conduite par le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra a effectué une visite à Nouakchott en République islamique de Mauritanie. Il s'agit d'une visite d'amitié et de travail relative à la coopération militaire. Les deux parties ont passé en revue le domaine de la coopération, notamment l'examen de la situation sécuritaire le long de la frontière commune. La rencontre a permis de passer en revue les préoccupations sécuritaires des deux pays et d'entrevoir des solutions durables pour la sécurisation de la frontière commune. Il a été également question de la mise en œuvre des mécanismes permettant d'éviter des incidents répétitifs le long de la frontière. Les deux parties ont convenu aussi de l'importance de mesures de sécurité concrètes garantissant le retour au calme et la quiétude sur la ligne frontalière. Le chef d'état-major de la garde nationale du Mali, le colonel-major Famouké Camara, est en visite de terrain dans le théâtre-centre du secteur 4 de l'opération Maliko, dans la zone de défense numéro 6. Objectif, transmettre les messages de la hiérarchie militaire au commandement et aux troupes engagées sur le théâtre des opérations. On retrouve notre correspondant sur place, Oumar Maïga. Le chef d'état-major de la garde nationale du Mali, le colonel-major Famouké Camara, à la tête d'une forte délégation militaire, est arrivé dans la zone de défense numéro 6 de Sévaré. Du poste de sécurité de la garde nationale de Kouakourou, en passant par le détachement du groupement tactique interarmes Étoile de Konna, au groupement territorial de Banyangara, le poste de sécurité de Bankas, à la 52e compagnie d'intervention rapide de Koro, le chef d'état-major de la garde a véhiculé les messages de cohésion et de synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité. Au regard des succès enregistrés sur le centre du secteur 4 de l'opération Maliko, le chef d'état-major de la garde nationale, le colonel-major Famouké Camara, a transmis le message de félicitations et d'encouragement à la troupe et au commandement pour le professionnalisme dans l'accomplissement des missions assignées.
La visite de courtoisie aux autorités administratives, religieuses et coutumières des emprises sillonnées a mis fin à cette première étape de la visite de terrain du chef d'état-major de la garde nationale dans la zone de défense numéro 6 de Sévaré. Remise de vivres aux populations de Boni par l'état-major général des armées. Un geste pour rassurer les populations de l'accompagnement des autorités de la transition et tout en magnifiant leur soutien. Voilà, remise de vivres aux populations de Boni par l'état-major général des armées. Commémoration de la disparition le 11 mai 1956 de Mamadou Konaté. Ce 68e anniversaire est marqué par une séance de lecture de Coran et un recueillement au cimetière. La journée a été mise à profit pour parler des idéaux du panafricaniste. On en sait plus avec Batraoui. La famille Konaté de Bamako Koura au rythme du 68e anniversaire de la disparition de Mamadou Konaté. Cet homme politique de l'histoire du Mali est qualifié d'humaniste, des patriotes, des rassembleurs et d'africanistes par de nombreux témoignages. Il a défendu ses idéaux toute sa vie, ce qui lui vaut cette reconnaissance selon les membres de l'association Mamadou Konaté Ameka. Mamadou Konaté est un humaniste au grand cœur. C'était panafricaniste, c'était un homme de justice qui a passé toute sa vie pour défendre les plus démunis et qui s'est battu pour la décolonisation et l'indépendance du Mali. L'union pour la nation était le mot d'ordre de feu Mamadou Konaté selon ses sympathisants, car Mamadou Konaté était convaincu que les hommes passent mais la nation reste. Dans ce témoignage, je sais qu'il y a beaucoup retenu mon attention. C'est surtout les valeurs cardinales basées sur notre identité culturelle, à savoir l'humanisme, le respect de la dignité, la connaissance de soi-même, surtout l'intégrité et l'engagement de soi. Les grands hommes passent, mais les idées qu'ils laissent ne doivent pas être oubliées. Les leçons qu'ils ont laissées, particulièrement à l'Afrique, pas simplement au Mali, doivent être connues de la jeunesse. Un homme qui a sacrifié sa vie, toute sa vie, à la construction, à la liberté et à l'indépendance de l'Afrique et de l'Africain. Auparavant, très tôt le matin, un recueillement sous la tombe de l'Ulysse disparu au cimetière de Niarela avait marqué cette journée de commémoration. Cérémonie d'inauguration de 15 centres multifonctionnels et remise d'un lot de matériel aux femmes de 15 villages des communes de Kenyeba et Sitakili à Nema. Un financement complexe minier Loulou-Gunkoto à plus de 200 millions de francs CFA. Kansutu Kanouté, correspondance. Financé à plus de 200 millions de francs CFA par le complexe minier Loulou-Gunkoto, les 15 centres multifonctionnels des communes de Kenyeba et Sitakili à Nema, situés dans la commune de Kenyeba, ont été inaugurés le samedi 4 mai 2024, suivi de la remise d'un lot de matériel pour chaque centre. C'est un don destiné aux femmes des 15 villages. Je suis très heureuse aujourd'hui pour les femmes de ces 15 villages. Quand on donne du matériel à une femme, c'est comme si on l'avait donné à toute la famille, car tous les membres en profiteront. Je dis merci au complexe minier Loulou-Gunkoto, tout en les invitant à toujours veiller sur nous. Ces centres multifonctionnels ont été équipés à la demande des femmes. Aujourd'hui, de façon symbolique, on a remis un lot de matériel pour équiper les 10 centres, constitués de tableaux-bancs, de tables, de chaises et surtout du matériel agricole et du petit matériel aussi pour faire certainement la saponification, autre activité génératrice de revenus. Ce centre qui est mis à la disposition des femmes aujourd'hui, je n'en doute pas que sera utilisé à bon escient par les demandeurs. Mais le conseil qu'on donne à ces femmes bénéficiaires de ce joyau, c'est de travailler. La mine a joué sa partition dans le développement de notre localité et c'est à nous de parachever le reste. Rappelons que le lot de matériel remis aux femmes des 15 villages des communes rurales de Kenyeba et Sitakili est constitué de tables-bancs, de chaises, de matériel agricole et de saponification entre autres.
Les acteurs de l'assainissement examinent le rapport provisoire de l'étude sur la stratégie nationale pour un assainissement durable au Mali. C'est à la faveur d'une rencontre nationale à Ségou. Fousseini Samaki nous en parle. Malgré les progrès réalisés ces dernières années par l'État et ses partenaires, le taux d'accès à l'assainissement de base est de 45%, tandis qu'en milieu rural, il avoisine 37%, selon une étude OMS-UNICEF 2022. Ces faibles taux justifient cette rencontre nationale qui permettra d'examiner et de valider le rapport provisoire de la stratégie nationale pour un Mali fédal qui signifie fin de défécation à l'air libre et un assainissement durable. Le défi pour le pays est donc d'éliminer cette pratique, conformément à la cible 6.2 de l'EDD 6 qui vise à assurer l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats et mettre fin à la défécation à l'air libre. En accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi, les outils opérationnels élaborés dans ces rapports permettront de renforcer les capacités des différents acteurs de l'assainissement pour améliorer le cadre de vie des populations. La défécation à l'air libre, c'est une cause de maladies. Les maladies, les diarrhées, le paludisme, etc. 2009 jusqu'à 2024, nous sommes là-dessus. En tout cas, ça, si on arrive à valider ce document national, ça sera vraiment une importance capitale pour la communauté. La présente étude vise à identifier les leviers d'action stratégique pour accélérer le rythme actuel des progrès afin de mettre fin à la défécation à l'air libre à travers la mise à l'échelle de l'approche ATPC, le développement de la stratégie fédérale et l'approche marketing de l'assainissement. Prennent part à cette rencontre les représentants des autorités, les partenaires techniques et les services techniques des différentes régions du Mali. En troisième région, c'est sous les signes du brassage culturel, de l'attente et de la cohésion sociale dans le Mali Koura que les activités de la 10e édition de FESCAO, Festival sportif, culturel et artistique de Woroni, ont été lancées dans la commune rurale de Loulouni. Compte rendu Moussokoro Sérémé, Suleiman Bambar. Si le FESCAO, Festival sportif, culturel et artistique de Woroni, est aujourd'hui à sa 10e édition, cela est dû à l'ambition des initiateurs de promouvoir et valoriser le riche patrimoine culturel et touristique dont regorge la localité, ainsi que ses différentes disciplines sportives. Et l'édition 2024 de ce rendez-vous de brassage de l'Association des ressortissants et sympathisants de Woroni se veut celle de la maturité et de la capitalisation des acquis des éditions précédentes. Nous avons pu avoir la réalisation de certains projets, tels que l'adduction d'eau au niveau du village, tel que aussi le campement qui est là pour héberger les touristes. Au niveau du sport, nous avons fait d'abord la promotion du cyclisme. La 10e édition du FESCAO regroupe les 33 villages de la commune rurale de Loulouni, ainsi que les festivaliers de l'intérieur du pays et des localités frontalières du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire autour du thème « Le brassage culturel, facteur de paix, d'entente et de cohésion sociale dans le Mali Koura ». L'événement est co-parrainé par l'honorable Yacouba Traoré et le conseil régional de Sikasso. Ce festival rime bien avec le programme de développement économique et social du conseil régional, car aujourd'hui tout développement est fondé sur la culture. Et je crois que le conseil régional met l'accent sur ce genre de festival pour quand même développer la culture au niveau de la région de Sikasso. Rien ne vaut que l'entente, rien ne vaut que le brassage. Aimons-nous et soyons solidaires entre nous. C'est ce qui fera la beauté de ce pays-là. Je crois que le festival aussi, les organisateurs, les initiateurs, ils ont bien choisi le thème. Ils sont à féliciter. Il ne s'agit pas maintenant de le dire, que ça se traduise dans les comportements, dans les faits. Le rendez-vous 2024, qui dure 3 jours, enregistre également la présence active d'une forte délégation nationale des fils du terroir à l'agenda de cette 10e édition, des matchs de football, des visites des sites touristiques et des animations folkloriques et ethniques. Danser au Balani, c'est un peu du sport. Siragatou, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Ritraoré. Alors, nous allons commencer avec le championnat national de Ligue 1. La 26e journée, débutée hier, est en cours. Oui, ce samedi, 4 matchs ont
du lieu. Le Djoliba c'est victorieux 1-0 de l'ASCO dans le choc au sommet, reste leader avec 57 points. Binga FC n'a pas résisté face à l'AS Police 2-0. À Bougouni, l'IS Bougouni s'incline à domicile devant l'AS Bakarian 3-2. À Kita, l'ISK bat le premier ATS de Koro 2-0. Demain dimanche, à suivre 2 matchs au stade Mamadou Konaté. IS Bougouba ASRL à 16h30 et en soirée AS Black Star de Badalbougou, stade Malais de Bamako. Nous allons continuer en basketball, fin hier de la 9e journée du championnat national de première division. Oui, chez les messieurs, le stade Malais de Bamako dicte alors au Sigui de Caille 96-75. Le centre de référence de basket de Tombouctou, CRB, bat la commune 1 80-61. L'AS Police sort victorieuse devant l'AS Royal 80-66. Atra Club de Kidal triomphe devant l'ISFA 76-62. Chez les dames, le Djoliba n'a pas fait de cadeau à l'AS Mandé de la commune 4-70-46. Le stade Malais de Bamako cartonne le centre Bintou Dembélé de Koulikoro 71-51. L'AS Real carbure 72-51 face à l'AS Police et KSC gagne 57-54 face à l'USFAS. Et un mot de cette marche sportive, les travailleurs d'Atlantic Financial Group Holding ont profité de la journée de samedi pour s'adonner à cette activité bénéfique pour la santé. C'était ce matin donc. Oui, les travailleurs d'AFG Holding, banque et assurance, toutes sections confondues, ont écourté leur jour de repos pour une marche sportive sur une distance de 6 km. Cet exercice matinal a été apprécié, nous dit notre reporter Daouda Kone. Agents de AFG Banque et AFG Assurance, héritiers de l'expérience et des performances de la BICIM et de Atlantic Assurance, se retrouvent pas cette fois-ci pour parler de compte bancaire ou d'assurance, mais pour une marche sportive qui a pour but de marquer et d'accompagner la nouvelle identité des 2 filiales banque et assurance du groupe AFG Holding au Mali. Et il était de bon ton que ce groupe imprime sa marque. Et ce changement intervient dans ce cadre avec l'organisation conjointe avec l'assurance et la banque qui se veut être quand même un acte fort qui permettra aux 2 institutions d'être des acteurs clés dans l'économie malienne. La marche est partie du siège de Atlantic Assurance à Hamdalaï ACI 2000, passant par l'avenue du Mali, la route de l'aéroport, le monument de la paix avant de retourner au parking de Bissim à l'ACI 2000. Cette marche a vu la participation d'une centaine de personnes engagées à franchir la ligne d'arrivée. On a prouvé ce matin, en sortant ensemble massivement, qu'on est capable de le faire. La marche permet de se maintenir en bonne santé. La marche permet de garder la cohésion au sein des équipes et de la banque et de l'assurance. La façon dont les collaborateurs sont sortis pour marcher, que la synergie soit aussi renforcée entre les équipes et au sein de l'assurance et au sein de la banque et entre les 2 entités. Contrairement à une marche continue, celle initiée conjointement par AFG Banque et AFG Assurance donne des temps de pause sur le trajet avec des rafraîchissements pour accompagner les marcheurs. Voilà, c'est tout, Siragatou. C'est qu'il fallait retirer Nyanya. Siragatou, je ne vais pas vous laisser partir. Si je pense que sport et musique vont de pair. Alors, si je vous dis One Love, Buffalo Soldier, ça te dit quelque chose? Bon, oui, ça me rappelle quand même le précurseur de la musique reggae, Bob Marley. Merci Siragatou. Et oui, le messie du reggae, Robert Nesta alias Bob Marley est mort il y a 43 ans précisément, le 11 mai 1981. Et ses chansons continuent d'influencer les jeunes générations africaines. Et en ce jour anniversaire de la mort du reggae man, nous ouvrons une fenêtre sur sa musique vue par un jeune groupe couleur jazzy de jeunes musiciens africains vivant à Bamako et par une panafricaniste de la place. Ambiance du 11 mai, c'est avec Abbas Bass, Sidiki Balo, Cheikh Oumar Sangaré en rediffusion. De son premier album Jats Not, enregistré en 1962, à son dernier combat pour la vie le 11 mai 1981, Bob Marley a vendu plus de 200 millions de disques. La musique du chanteur jamaïcain reste populaire dans les 4 coins du monde, surtout en Afrique, continent berceau de l'humanité, dont son style musical, le reggae, revendique les droits. Le peuple noir a quand même beaucoup souffert. Et les chants de reggae sont justement
des complaintes de toutes ces souffrances qui ont été endurées au fil des siècles. C'est pour ça que ça touche effectivement les Africains à ce point-là. Donc le reggae, c'est une musique de libération et c'est aussi une musique très spirituelle. Même jugement chez Dioman Akre alias Scotty. Dans son petit studio qui porte son nom à Bako-Djikoroni Golf, le jeune Ivoirien interprète avec son groupe les titres phares de Bob Marley. Bob Marley, par sa musique, déjà, on comprend toute une vie, tout un avenir, tout un combat. Le reggae a bien existé avant que Bob Marley ne soit là. Il a apporté sa touche et je dirais que c'est grâce à Bob Marley que beaucoup d'autres personnes ont connu le reggae, mais il existait avant Bob Marley. Dans ce studio, ce sont des jeunes Africains, aventuriers ou étudiants qui se sont retrouvés ici à Bamako. Ils sont maliens, ivoiriens, béninois ou camerounais, regroupés au sein du groupe qui se nomme Couleur Jazzy. Chacun d'entre nous a toujours voulu se mettre ensemble d'une façon ou d'une autre pour construire quelque chose. Déjà, il faut dire que Couleur Jazzy, c'est la couleur, c'est le mélange de plusieurs nationalités et de plusieurs esprits déjà de musique. Justement, la diversité dans l'africanité comme le veut l'esprit du reggae. La seule femme du groupe est camerounaise et assure avec dextérité le lead vocal. Arrivé au Mali, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes et de fil en aiguille, Scotty et l'équipe, et on a commencé à travailler ensemble. On avait un même but, des mêmes objectifs, donc on s'est mis ensemble pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Cyrielle fait la 7e année à la faculté de médecine d'odontostomatologie de Bamako. De ce fait, elle possède sa propre philosophie qui fait un lien entre médecine et musique. La musique, c'est aussi un peu comme la médecine de l'âme, parce qu'au travers de nos chants, au travers des mélodies, des accords, nous parvenons des fois à soigner le cœur. C'est que la médecine fait du corps. Adoucir les cœurs, c'est ce que la musique de Bob Marley continue de faire aux mélomanes, et cela conformément au caractère intemporel de l'art du son. Jah Love, Jah Live, One People, amour et éternité de Dieu, unicité du peuple. Salam Nawadada. Oui, One Love, One Love. Merci Cheikh Oumar Sangari. Et pour rester dans le même ton, je vous rappelle tout de suite à 22h sur le RTM, l'émission 100% Jeunes. À présent, voyons l'actualité des femmes. Avant de boucler ce journal sur les théâtres des opérations, démantèlement de réseaux des terroristes, cela se passe dans la région de Gao. Les femmes ont également déjoué une embuscade dans le secteur de Kuala, dans le cercle de Kolokani. Le commentaire de Abdoulaye Sako. Les forces armées maliennes ont déjoué une embuscade le 9 mai 2024 dans le secteur de Kuala, cercle de Kolokani. Grâce à leur vigilance, elles ont neutralisé 7 terroristes, récupéré 5 AK-47, 1 PKM et 1 LRAC. Côté Fama, on a enregistré 3 blessés. Dans la matinée du 10 mai 2024, des tirs de précision d'artillerie ont ciblé et détruit 5 refuges terroristes dans le secteur de Djafarabé. Le 9 et 10 mai 2024, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive dans les localités de Dangouma, Infaouzan, Djiri, Tabouchiti, Djiri-Bera, toutes situées à l'est de Ber, région de Tombouctou dans le Haoussa. Sur la base de renseignements, il a été découvert à Agaber, situé en face de Djiri Tabouchiti du Gourma, 378 barriques de gasoil sur un site de transit de carburant dont les propriétaires sont méconnus des populations. Les dites barriques sont quotidiennement transportées par des tricycles et des pick-up pour des destinations inconnues. Dans la ville de Gao également, les forces armées maliennes ont mené une récente opération de sécurisation ayant permis la saisie d'une importante quantité de matériel militaire illégal.
Grâce à des investigations minutieuses et à une coordination efficace, les équipes ont pu localiser et intercepter un camion essayant d'introduire du matériel militaire dans la ville. La saisie réalisée comprend notamment munitions de mitrailleuses 4,5 mm, de 7,62 mm semi-long et long, moyens de transmission et accessoires, divers effets militaires. Un suspect complice a été interpellé. Cette saisie illustre la détermination des FAMA à lutter contre toutes les formes de criminalité et à assurer la sécurité des populations. Les FAMA rappellent que l'introduction d'armes et de matériel militaire représente une menace grave pour la paix. Les premiers éléments de l'enquête indiquent l'implication d'un vaste réseau terroriste de trafic avec de multiples complicités. Les FAMA resteront vigilantes et déterminées à protéger les communautés maliennes contre toute menace potentielle. Un grand merci à nos téléspectateurs de Kéniéba, Sitakili, d'Ema et de Kaye. À demain, bonsoir.